Bonsoir à toutes et à tous. La crise s'aggrave un peu plus à droite. Le maire de Toulon, Hubert Falco, claque la porte. Il n'exclut pas, je cite, de travailler avec Emmanuel Macron. Jean-François Copé réagira en direct. Un autre front s'est ouvert dans les Hauts-de-France. La Macronie lance Éric Dupond-Moretti dans la bataille. Il défendra les couleurs de la REM pour affronter Xavier Bertrand. Les voix critiques dénoncent des manœuvres et un boulevard offert à Marine Le Pen. Au contraire, les pro-Macron peuvent y voir une audace à la Bonaparte qui redessine la vie politique. C'était justement le bicentenaire de la mort de Napoléon. Le président de la République a souligné la synthèse napoléonienne qui sut en son temps rassembler la révolution et le principe monarchique. On entendra le représentant actuel de la maison Bonaparte, le prince Jean-Christophe Napoléon sera avec nous. On en parlera avec nos éditorialistes et plus largement sur l'histoire de France qui suscite tant de passions contraires. On entendra ce soir Philippe de Villiers, il est notre grand invité, son point de vue marqué à droite, comme nous aurons demain le point de vue marqué à gauche avec Audrey Pulvar. La droite s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Le maire de Toulon, Hubert Falco, claque la porte des Républicains. Il se dit prêt à collaborer avec Emmanuel Macron. Écoutons d'abord sa déclaration. J'apprends qu'hier soir, le président du parti, M. Jacob, m'a traité de maire malfaisant. Alors, je suis un maire malfaisant. J'ai participé, j'ai gagné 18 élections, 12 au premier tour. Pour mon parti, toujours à l'étiquette de mon parti, je suis un maire malfaisant. Je suis un maire malfaisant parce que je lutte contre le Front National. Et je dis que contre le Front National, contre ce fléau, parce que je l'ai vécu, il faut faire un rassemblement, un grand rassemblement de républicains. Voilà tout ce que je dis, voilà tout ce que j'ai dit. Et pour cela, je suis un malfaisant. Donc, vous comprenez les raisons qui font que je n'ai plus ma place. Voilà, plateau ouvert, analyse avec Arthur Berda, notre confrère du Figaro, avec Valérie Nataf et Frédéric Delpech, nos signatures de LCI et de TF1. Mais d'abord la réaction de l'acteur politique Jean-François Copé, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dirigé cette famille politique, vous en êtes toujours une des figures. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de casser la droite ? Non, c'est d'ailleurs assez amusant que l'angle que vous choisissiez ce soir soit de dire la droite s'enfonce encore un peu plus. Moi, je n'ai pas cette lecture-là. Tout va bien d'après vous ? Non, ça va très très mal, mais c'est tout qui va mal. Et là, vous savez, je suis une figure de la droite un peu ancienne, je me suis pris beaucoup de recul, parce que c'est vrai que moi j'ai présidé l'UMP en un autre temps. C'est quand j'ai quitté mes fonctions en 2014, nous avions entre 350 000 et 400 000 militants et sympathisants. Aujourd'hui, nous sommes à 50-60 000. Nous avions fait une vague bleue au municipal très importante, qu'on a pu conserver cette fois-ci, mais c'est plus du tout la même chose. On perd quand même là des plumes importantes. Toulon, c'est pas un village, 13e commune de France. Monsieur Estrosi, qui avant cela déjà parlait d'alliance avec Emmanuel Macron, ça fait beaucoup. Écoutez-moi, simplement, moi, je voudrais juste dire que là, on vient de vivre pendant ces quelques jours un épisode mais alors vraiment de politique politicienne au sens le plus caricatural du terme, ce qui change un peu d'ailleurs, j'imagine, les Français de la crise du Covid dont nous entendons parler en permanence, et pour cause. Mais là, il y a eu cette petite parenthèse. Alors, puisqu'on en est là, je voudrais peut-être la commenter avec un peu de recul, parce qu'on est après la crise, donc c'est ça l'intérêt. On ne va pas être juste dans la chaleur du moment en disant les gentils, les méchants. Si on se pose 2 secondes, Macron qui a tous les pouvoirs, il est président de la République, il a une majorité absolument considérable, il décide de tout. Il a bouleversé la donne en gagnant dans les conditions que vous savez en 2017. Il a tenté un coup. Et ces coups-là, vous êtes obligé de les réussir. C'est-à-dire que si vous les loupez, vous devenez ridicule. Or, c'est pour ça que votre angle est bizarre, parce que là, sur ce sujet, c'est Macron qui a loupé son coup. Pourquoi ? Parce qu'il a tenté... Pardon, ça n'est pas notre angle. Réaction de Xavier Bertrand ce soir, ce sera dans le journal Le Figaro demain. Emmanuel Macron est un calculateur froid, un destructeur. En politique, c'est un hommage. Quand on dit que quelqu'un réussit ou est en mesure de détruire l'ennemi, c'est une forme d'hommage. Écoutez, moi j'en sais rien. Vous en savez rien, oui. Non, mais on est là pour objectiver. L'intérêt, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé. Bon, il a tenté un coup, Emmanuel Macron. Ce coup, c'était quoi ? C'était de préempter la candidature en région PACA en faisant rentrer dans le cerveau de Renaud Muselier des messages venus de M. Falco et de M. Estrosi qui, depuis déjà de nombreuses années, ont pris d'énormes distances avec LR. Jean-François Copé, 4 jours de crise. Expliquez-nous, quel est, selon vous, l'intérêt de ces maires ? Pourquoi ils font ça ? Les deux ? Ouais.
Après, on peut discuter, mais moi, je pense que Christian Estrosi, c'est un projet professionnel personnel. C'est-à-dire que je vois que Christian Estrosi, en fait, pense... Mais vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils ont vu que Jean Castex avait été nommé Premier ministre, qui se sont dit, pourquoi pas moi, finalement ? Il ne faut pas se tromper non plus. Bon, donc à partir de là, l'idée de Christian Estrosi, c'est pour ça que c'est un cheminement logique. Ça fait très longtemps que Christian Estrosi a dit, moi, de toute façon, je rejoins Emmanuel Macron. Il l'a dit en septembre dernier. Donc, moi, j'ai une thèse différente. Et je voudrais vous la partager avec vous en un instant. Je pense qu'on est en risque maximum. C'est pour ça que vous m'avez demandé si tout allait bien. Non, pourquoi ça va très mal ? Je pense vraiment que Marine Le Pen peut gagner l'année prochaine si elle se retrouve en finale avec Emmanuel Macron. Arrêtons-nous là, si vous permettez. Précisément, Marine Le Pen, commentaire ouvert, est-ce qu'il y a aujourd'hui une forme de cynisme de dire « je mets le désordre au sud, au nord, dans les Hauts-de-France, etc. parce qu'on fait monter le Rassemblement national ». La séquence dans les Hauts-de-France que vous avez évoquée, avec la possible arrivée d'Éric Dupond-Moretti sur la liste des régionales avec Laurent Pietraszewski contre Xavier Bertrand, c'est une forme de rattrapage. On a l'impression que c'est quelque chose qui a été monté à la va-vite pour rattraper la séquence politique ratée de la région sud avec ce qui s'est passé, ses allers-retours, etc. Même si le départ d'Hubert Falco n'est pas une bonne nouvelle pour les LR. Hubert Falco, c'est une figure installé de la droite. C'est un maire d'une grande ville. Il y a eu des rumeurs sur Christian Estrosi, semble-t-il, sans fondement pour l'instant. Donc, on voit quand même que, comme dirait Édouard Philippe, et vous connaissez la formule qui est devenue un cliché, la poutre continue à travailler quand même à droite. Personne ne pense une seconde que c'est une bonne nouvelle que Hubert Falco quitte LR. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Mon point, c'est qu'en fait, dans sa tête, il a déjà quitté LR depuis très longtemps. Et Christian Estrosi aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils défendent une thèse qui est, de mon point de vue, extrêmement dangereuse. Ils la défendent pour des raisons qui ont trait à leur projet professionnel à eux, qui est d'avoir des responsabilités gouvernementales avec M. Macron. Mais le jour où ministre en près 2022, écoutez, c'est pas moi le nommeur, là, ils en parlent entre eux, ils déjeunent tout le temps. Mais c'est pas ça. À partir du moment où Christian Estrosi a dit en septembre, ne perdons pas de temps à présenter un candidat, allons tout de suite chez Emmanuel Macron, le message est clair. Or, de mon point de vue, c'est un message qui est extraordinairement dangereux, car ça veut dire qu'on impose aux Français un choix qui n'en est pas un, qui est de dire soit vous prenez Emmanuel Macron, soit sinon ce sera Marine Le Pen. Et vous avez beaucoup d'électeurs de droite qui ont voté Emmanuel Macron et dont on voit bien sur le terrain qu'ils ne veulent plus le faire. Donc il est vital que la droite ait un candidat alternatif qui soit suffisamment fort pour passer, être qualifié au deuxième tour de la présidentielle. Écoutons le contre-argument, celui d'Hubert Falco lui-même, sur la stratégie à mener contre Marine Le Pen. Le diable, c'est pas Emmanuel Macron le diable. Le diable, c'est Marine Le Pen. Donc, je me battrai avec celle ou celui qui pourra battre Marine Le Pen. Voilà, c'est tout. Si c'est Emmanuel Macron, je vais soutenir Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, comme je soutiens Bruno Muselier contre M. Mariani. Arthur Berda, journaliste au Figaro, vous publiez demain un livre qui fera événement, c'est Emmanuel Macron, Vérité et légende aux éditions Perrin. Est-ce qu'Emmanuel Macron est en train de dynamiter la droite ? Exactement, Emmanuel Macron, il a dynamité la gauche de l'intérieur. Il est en train d'essayer de reproduire ce même schéma avec la droite depuis l'extérieur. Et donc, à droite, aujourd'hui, on se retrouve dans une position très compliquée, en tout cas pour l'instant dans la droite du Sud-Est. Ce qu'ils expliquent chez Emmanuel Macron, c'est que pour l'instant, les caméras sont devant le siège de LR et pas devant le siège de LREM, ni devant le siège de l'Élysée, et donc que la crise, elle est chez LR, et qu'il y a cette droite du Sud-Est qui, en tout cas, hésite entre Emmanuel Macron et un sas de LR Macron compatible, comme il convient de les appeler, et qui pourrait basculer prochainement. Mais non, vous avez travaillé... Mais excusez-moi, mais attendez, vous êtes journaliste politique, vous sortez un livre, ça vaut la peine quand même 2 secondes de se poser. Le vrai sujet, c'est pas LR. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui fait qu'un président de la République qui est au pouvoir depuis 4 ans, qui a tous les pouvoirs, est incapable de sortir des listes qui soient crédibles, y compris en PACA, qui est incapable d'avoir un parti digne de ce nom. Vous dites les caméras sont devant LR. Bah oui, parce que qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui a été Mais non, mais attendez, elles seront jamais devant LREM pour une raison simple, il n'y a personne à En Marche. Mais arrêtons de se mentir. C'est ça qui ne va pas. Et ce qui est aujourd'hui le vrai problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est tout seul. La faiblesse de fait. C'est simplement une question
question moi, pour je sais Jean-François pas, je vous Copé. le dis d'autant plus que moi j'ai pris un tout petit peu de recul avec l'analyse politique. Il y a longtemps que je ne côtoie plus de journalistes Ne jouez politiques pas à comme ça. l'ancien. Jean-François comme ça, on a Copé, compris que vous jouez à vous-même, l'ancien joueur. Vous êtes vous-même, Mais vraiment non, un- attendez, je il y a joue à une rien. double- D'abord, je vais vous dire un vous-même. truc. D'abord, je ne joue à rien du tout. Deuxièmement, j'ai suffisamment traversé de choses difficiles Jean-François dans ma vie pour Copé. pouvoir vous en parler Vous-même, très librement. Jean-François Vous-même, Copé, vous avez fait partie de Arthur ces Verdun. Macron Arthur compatibles à un moment au sein de la droite. Mais attendez, mais Vous avez mais vous-même eu des mots plutôt Mais j'ai fait positifs pour plus que Emmanuel ça. Macron. J'ai dit en 2017 qu'il était le président de droite qu'on n'attendait plus. Bon, donc c'est vous dire combien je faisais partie des responsables politiques qui, à l'époque, considéraient qu'il allait peut-être pouvoir créer une nouvelle donne. Donc elle existe cette droite Macron compatible. Mais c'est pas qu'elle existe, c'est que cette droite en question est extrêmement déçue par quelqu'un qui, au bout de 4 ans, montre, des insuffisances majeures sur les questions régaliennes qui nous mettent tous en très grande fragilité, et c'est le maire de Meaux qui vous le dit, sur les questions de sécurité, de justice, et toutes les questions régaliennes que nous connaissons avec le danger de l'islamisme radical, qui d'autre part n'a pas été en situation d'apporter toutes les réformes de structure qu'on souhaitait, et enfin, pour autant, il n'a pas tout mal fait. Jean-François Copé, Il n'a pas tout mal Jean-François fait. Copé, Il a pardon, géré, je il vous a géré interromps. certaines choses sur la Jean-François crise Copé. du Covid, et notamment sur le plan économique, de manière très Jean-François positive. Copé, je vous interromps. Frédéric Delpech, vous venez de lâcher le mot Emmanuel Macron, président de droite. On entend cette musique de gens qui... Il a pris, au fond, même dans son cerveau, la place d'une partie de la droite. Est-ce que c'est vrai ? Oui, parce que Jean-François Copé est un peu faussement naïf, là. Vous dites Emmanuel Macron, fragilité de l'AREM. Oui, si on parle des régionales, effectivement, le parti l'AREM est fragile, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a besoin de faire cette alliance pour donner l'illusion qu'il puisse remporter peut-être avec Renaud Muselier une région. Donc, fragilité électorale de l'AREM dans les régionales, oui, mais force d'Emmanuel Macron dans la future présidentielle, qui est quasiment qualifié d'office. Et vous, LR, n'arrivez pas à avoir un champion qui mais vous puisse, êtes, je vais vous dire, qui je suis puisse pas le challenger. naïf, mais... Donc, il y a quand même effectivement une double lecture. Et on comprend d'ailleurs, dans ce qui se joue en ce moment en PACA, il y a d'un côté Renaud Muselier qui essaye d'être réélu, donc qui joue la régionale, Emmanuel Macron, lui, qui joue la présidentielle. Je vous interromps, pardon, parce que cette campagne qui se jouera en grande partie sur des thèmes a priori de droite, notamment la sécurité, c'est l'actualité qui nous rattrape, William Molinier, avec l'événement. Oui, un policier qui est décédé des suites de ses blessures par balle en fin d'après-midi au cours d'une opération anti-stup. Des policiers du groupe départemental d'intervention étaient au retour d'une intervention à Avignon quand ils ont été requis pour être déportés dans le centre-ville d'Avignon, à proximité d'un point de deal pour des perturbations. Et à leur arrivée, ils ont essuyé plusieurs tirs par arme à feu d'un ou de plusieurs individus. Au moins un suspect est actuellement en fuite. Les faits qui se sont produits vers 18h40, donc dans le centre-ville d'Avignon. La police judiciaire est saisie et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu sur place. Alors, Gérald Darmanin sur place, Éric Dupond-Moretti qui va jouer un rôle majeur visiblement dans les Hauts-de-France, sa place exacte sur la liste encore à définir. Ces thèmes-là s'imposent, y compris d'ailleurs chez à l'AREM. Exactement. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a essayé d'installer ce thème dans le débat public. Il l'a fait par une interview au Figaro, une interview fleuve de 2 pages dans laquelle il n'abordait que les questions sécuritaires et régalienne. Ces incantations ont malheureusement été rattrapées tout de suite par l'actualité. Dans la même semaine, il y a eu Viry-Châtillon, les agresseurs des policiers de Viry-Châtillon qui ont été relaxés. Il y a eu cette irresponsabilité pénale prononcée pour Kobili Traoré, l'assassin de Sarah Halimi. Et puis, il y a eu la semaine d'après le terrible attentat qui a coûté la vie à une policière égorgée à Rambouillet. Et donc, la campagne régionale, mais aussi présidentielle, bien sûr, et la virulence de Jean-François Copé à l'instant lorsqu'il évoquait la sécurité et le terrorisme montre bien que la campagne va se jouer sur ces thèmes-là. La campagne se jouera... Pour l'instant, elle se jouera sur ces thèmes-là. On verra en septembre, avec la fin du confinement et tout ce qui se passera dans les domaines économiques et sociaux, si on sera toujours sur ce thème. J'entends tout ce que vous dites et vous avez raison, Arthur. Mais je pense qu'il est un peu tôt pour se projeter dans la campagne présidentielle et les thèmes qui s'imposeront à ce moment-là. Je le regrette, mais je crains que ce thème, malheureusement, prenne de plus en plus de place au fil des années dans le débat public et dans les enjeux. En tout cas, Xavier Bertrand dit la même chose que vous, puisque dans son interview, dans votre journal, dit Emmanuel Macron n'est pas un homme de droite parce qu'il ne sait pas répondre à la sécurité que réclament les citoyens. C'est en ça que je disais tout à l'heure, j'essayais de dire tout à l'heure que je fais partie des gens qui ont compris qu'en réalité, il y avait urgence à avoir un candidat de droite parce qu'il n'a absolument pas rempli de ce point de vue
la Qu'est-ce que vous mission qui feriez de était la plus sienne. Qu'est-ce que vous feriez de plus? Ah bah dans le domaine régalien, il faut tout reprendre à zéro. Alors ça, là-dessus, Ça, écoutez... c'est un peu général, pardon, mais... Non, mais je peux rentrer dans le détail. Non, mais un exemple, là, par exemple. Ah bah, c'est très simple. Je pense que si on veut véritablement reprendre en main la sécurité de ce pays, il faut transférer à l'ensemble des communes de plus de 10 000 habitants la compétence obligatoire de police municipale armée avec des caméras. Je peux témoigner à Meaux, qui était une des villes les plus criminogènes d'Île-de-France. Nous avons diminué la délinquance par 2 en embauchant 150 policiers municipaux armés et en mettant 250 caméras. Pourquoi? Parce que ça allège d'autant les missions de la police nationale. Ce qui a été plus ou moins expérimenté à Nice avec justement Christian Estrosi dont on parlait. Bien sûr, mais toutes les villes qui l'ont fait... en voie d'application. Et Arthur Bernat, tout ce qui a été fait dans ce domaine a montré des résultats. Sauf que c'est aujourd'hui du seul vouloir des maires et que l'État, dans ce domaine, n'a pas fait la bascule qui est de l'imposer à toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Est-ce qu'il y a... Et donc, on ne s'en sort pas. Voilà un exemple une très différence concret. vraiment, ou est-ce que là, La République En Marche, Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, etc., ont rejoint, pour ainsi dire, la droite? Ils ont rejoint la droite, effectivement, sur les thèmes sécuritaires, mais très tardivement, quand même, dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. On ne peut pas dire que c'était les priorités du début du quinquennat, qui étaient plutôt des priorités de légiférer sur le terrain social, sur le droit du travail, etc. Donc, la sécurité est arrivée assez tardivement. La prise en compte de ce qu'on appelle le séparatisme, ou les tensions ethniques, ou la laïcité, l'islam, etc., ça, c'est arrivé seulement il y a 2, 3 ou 4 mois. Donc, l'arrivée d'Emmanuel Macron sur ces thématiques est assez tardive. Donc ça, c'est vrai qu'il a sans doute auprès des Français un déficit de crédibilité sur le sujet de la sécurité. Ça va être le point faible pour Emmanuel Macron dans la future campagne présidentielle face à Marine Le Pen et face aux candidats de droite, bien évidemment. Et c'est pour ça que Xavier Bertrand appuie à fond sur cet accélérateur du thème sécuritaire, bien évidemment, parce que c'est le point de faiblesse d'Emmanuel Macron pour la prochaine présidentielle. Et là, je vous rejoins, ça sera sans doute un des thèmes majeurs pour les Français. Arthur Bernat, légende, réalité ou non d'Emmanuel Macron, souvent les présidents mettent du temps à comprendre la logique profonde de leur cerveau. Un Mitterrand qui au fond était un homme de droite par bien des côtés, un Chirac presque radical socialiste. Emmanuel Macron, est-ce qu'il a évolué? Qu'est-ce qu'il est exactement? Emmanuel Macron, il a évolué, oui, il l'a dit lui-même, notamment dans son discours des Mureaux, qui était cité à l'instant. Il a évolué, il a dit, est-ce qu'on change à l'épreuve du pouvoir? Oui, et heureusement, c'était la phrase d'Emmanuel Macron. Donc, en effet, il a ouvert les yeux, il a un petit peu évolué sur ces questions régaliennes, sécuritaires, trop tardivement aux yeux de Jean-François Copé, si j'en crois son regard. Mais Emmanuel Macron, en tout cas, c'est ce que moi j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est que c'est quand même un président caméléon qui est capable d'évoluer sur beaucoup de sujets, de changer de couleur. Ça tombe bien, parfois il se change en vert pour être écologiste, parfois en bleu pour être plutôt de droite. Et donc c'est un président caméléon. Gérald Darmanin, il sera sur place à 23h, son côté sarkozyste, son côté tellement prêt. Voilà, Jean-François Copé, est-ce qu'il ne vous a pas coupé l'herbe sous le pied simplement? Il est là. Bah alors tant mieux, tout va bien. Tout va bien, j'entends tout soyez ça. pas désabusé. Mais je ne suis pas du tout désabusé, je vous écoute tous, je ne partage pas du tout cette analyse. Mais après tout, on ira au résultat l'année prochaine. Peut-être que la mienne est totalement erronée. Moi, je perçois quelque chose, et qui n'est pas du tout du domaine du vœu pieux, qui est plutôt quelque chose qui m'inquiète, c'est que je pense que les Français sont très nombreux à être absolument exaspérés par la manière dont ils sont gouvernés. Ils ne sont pas gouvernés par l'extrême droite, ils sont gouvernés par M. Macron. Alors, j'entends toutes ces analyses, très bien, il a changé, caméléon, il est ceci, il est cela. C'est pas du tout ce qu'attendent les Français. Ce qu'attendent les Français, c'est du résultat. Cette absence de résultat va, de mon point de vue, coûter extrêmement cher à Emmanuel Macron. Et comme ça n'est pas ce que je souhaite, parce que ça veut dire que derrière, c'est Marine Le Pen qui risque de passer, il faut absolument qu'il y ait une alternative parmi les partis de gouvernement. Je ne vais pas au-delà. C'est ça mon point. Et je dis simplement que cette petite manip qui a consisté à essayer de récupérer la dynamique de Renaud Muselier par M. Castex, qu'il a annoncé lui-même, un comble, et un certain nombre d'amis de M. Macron, a eu pour conséquence que ça s'est retourné contre eux, parce que Renaud Muselier, ayant compris qu'il était manipulé, a dit, écoutez, maintenant ça suffit, je fais la liste avec ma famille politique, avec ceux qui me rejoignent. Est-ce que vous mesurez votre repart? Attendons le 10 mai, date de dépôt des listes, pour savoir qui figurera sur la liste. Le 17 mai, oui, je ne suis pas certain que ce soit aussi qui figurera sur la liste de Renaud limpide Muselier. que vous Pour l'instant, moi, je vous ai trouvé bien rapide à saluer
extraordinaire manip de M. Macron est bien lent à reconnaître qu'il s'est pris les pieds dans le tapis. Pardon, permettez-moi de vous dire que notre métier, c'est pas de saluer. Pourtant, vous l'avez fait, mais alors avec enthousiasme il y a 4 jours. Non. Et voilà que maintenant, vous avez un peu de mal à dire que là, il s'est pris les pieds dans le tapis, M. Macron. Mais Arthur sans Bernard, doute ai-je tort. Hein. Donnez-nous les Sans doute secrets, ai-je tort. Arthur Bernard, les secrets du Figaro. Figaro, voilà, c'est une grande institution de droite, même si tous les journalistes ne sont pas de droite, mais en secret. Est-ce qu'un Emmanuel Macron a fait changer les lignes? Est-ce que vous sentez dans votre rédaction cette espèce de petit mouvement où des gens de droite se disent tiens, il est peut-être un peu des nôtres? Vous savez, à mon modeste place, malheureusement, je n'ai pas ni le pouvoir de faire bouger quoi que ce soit, ni le regard suffisamment critique pour pouvoir vous répondre justement. Jean-François Copé, quand on voit ce qu'était Charles Pasqua, voilà, là, il y a un déficit que vous n'avez pas rattrapé encore sur ces questions de sécurité. Ce n'était pas forcément à Charles Pasqua que je pensais, que j'aurais pensé spontanément. Je pense surtout que l'État n'est plus en situation d'assurer la sécurité des Français et qu'il faut repenser la doctrine. Je vous en ai donné un exemple très concret. Si à l'occasion vous venez sur le terrain et vous voyez les villes qui ont des polices municipales armées, vous allez voir que les résultats... Vous allez voir que vous serez le bienvenu. Vous verrez des résultats spectaculaires, tout simplement parce que on adresse les sujets et qu'aujourd'hui ce déficit, cette absence de réponse fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont peur les uns des autres et c'est pour ça qu'il y a une telle fracture dans la société. Et vous savez bien que beaucoup de gens vous répondront oui, mais à ce compte-là, c'est Marine Le Pen qui sera la plus dure. Mais c'est pas le problème. Le problème n'est pas que Marine Le Pen. Le problème au moment de voter, ça risque d'être ça, effectivement. Non, le problème n'est pas là. Le problème est de dire aux Français qu'il peut y avoir une alternative de gouvernement, qu'on ne les oblige pas à n'avoir comme seul choix que M. Macron ou Mme Le Pen au deuxième tour, car beaucoup d'entre eux ne voudront pas recommencer M. Macron. Et je dis simplement, très gentiment et sans gâcher la soirée à personne, qu'il y a aujourd'hui un ras-le-bol très silencieux mais très ferme de nombreux Français qui ont voté pour lui au second tour de la dernière présidentielle et qui ne le referont pas, parce qu'ils sont déçus et qui pour autant, et j'en étais, c'est ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure, pour l'intérêt de la France, plutôt bienveillant. Mais les cases n'ont pas été cochées sur des sujets majeurs, d'attente de résultats. Et c'est pas parce qu'un président de la République fait une interview dans le Figaro en disant « j'ai compris, la sécurité, je m'en occupe », que ça marche. C'est plus complexe. Voilà. Et en plus, il n'a pas la majorité pour le faire, puisque les 2/3 des députés En Marche aujourd'hui viennent du PS. C'est QFD. Non, Hubert Falco, quand il a annoncé sa démission, il l'a dit sur l'antenne tout à l'heure, disait un parti, et il parlait du sien, enfin celui qui venait de quitter, les LR, est fort quand il y a un chef. Est-ce que le problème de la droite, il y a bien sûr Xavier Bertrand, il y aura aussi Valérie Pécresse, on reparle, semble-t-il, au siège de LR de François Baroin pour essayer de le remotiver, si j'ose dire, à devenir candidat. Est-ce que le problème de la droite de gouvernement que vous appelez de vos voeux pour avoir une alternative entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce n'est pas ce défaut de chef dont souffre aujourd'hui le parti? Mais ça là-dessus, vous avez 1000 fois raison. Ah ben, il y en a moins, il y a un peu. Mais oui, mais 1000 fois. Mais attendez, vous savez, j'essaye vraiment de... Non, mais je vous taquine. Non, mais vous ne taquinez pas du tout, mais j'essaie d'un tout petit peu d'objectiver les choses. Au même titre que je constate que l'opération de Macron sur PACA a raté, je vous dis de la même manière, le drame de la droite, c'est cette descente aux enfers depuis que nos aînés ont décidé d'organiser les choses dans une espèce de guerre fratricide entre eux, qui a conduit au désastre de 2017 et à veiller scrupuleusement à ce qu'il n'y ait pas de relève. Donc à partir de là, on le paye très cher aujourd'hui. Alors j'espère que les mois qui viennent vont permettre de faire émerger un candidat ou une candidate qui soit en situation de pouvoir relever le gant et de faire qu'enfin nous soyons en finale au deuxième tour de la présidentielle, car à l'heure où je vous parle, ça n'est pas le cas. Donc nous sommes en risque maximum, c'est clair, mais moi je dis simplement, et c'est ce que nous avons dit avec Renaud Muselier, qu'il a parfaitement compris, en disant mais attention, tu t'es fait avoir, et il l'a compris. On lui a dit tu t'es fait avoir parce que tu as pensé de bonne foi que c'était une manière d'élargir ton socle au premier tour, mais sauf que tous les gens qui ne veulent plus de macronistes, qui ne veulent plus voter pour les macronistes, ils n'ont plus d'autre choix que de voter pour les listes de Le Pen. Arthur et donc, Verdun, ce qu'il a compris, et c'est la raison pour laquelle il a modifié complètement les choses. Certains de vos élus disent, élus locaux de la région de Renaud Muselier, c'est peut-être même qu'il avait peur, Renaud Muselier, de se retrouver en 3e position lors du premier tour de ces élections et de devoir se désister pour éviter un risque de rassemblement national. C'est en cela que Christian Jacob, qui fait d'ailleurs un travail remarquable dans cette période, avec beaucoup de sang-froid, a démontré, expliqué, et nous l'avons fait, François Baroin et moi-même, avec lui,
qu'il y avait eu un rôle malfaisant de la part de Christian Estrosi et sans doute aussi d'Hubert Falco. C'est pour ça qu'ils sont vexés l'un et l'autre, parce qu'ils ont, oui, le masque est un peu tombé dans cette période de Covid, et que ils ont montré simplement que leur thèse, elle tenait pas la route, parce que quelque part, elle antagonisait terriblement les gens dans une région qui avait plutôt envie de partir sous ses couleurs. Je voudrais simplement ajouter, que Renaud Muselier, dont on parle beaucoup, vous avez raison, ces 3-4 derniers jours, a redit ce matin sur une chaîne concurrente, et c'est lui qui l'a dit, que si Sophie Cluzel démissionnait, elle serait la bienvenue sur sa liste. Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées au sein du gouvernement d'Emmanuel Macron, il a réexpliqué ce matin sur une chaîne concurrente que si tant est qu'elle démissionne du gouvernement, eh bien, il lui ouvrira grand les bras et qu'elle serait la bienvenue. Donc, c'est pas encore si clair, cette situation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Franchement, c'est très clair. Et cela, dès le premier tour, dans une région de 5 millions d'habitants, franchement, c'est un camouflet pour vous. Non, mais c'est très clair. Enfin, après, si vous voulez... Mais Renaud, je suis pas son porte-parole. Enfin, on a parlé de tout ça. Quel était le plan de M. Macron? C'était de mettre des membres du gouvernement et des députés En Marche sur ces listes. Bon, la position de Renaud Muselier pendant un certain temps a été de dire d'accord, parce qu'effectivement, il était parti sur cette logique de répondre aux attentes de Christian Estrosi. On en a parlé ensemble. À partir du moment où il dit qu'il n'y aura plus de députés En Marche et plus de ministres En Marche, bah oui, il peut y avoir des sympathisants En Marche, comme il peut y avoir, dans toutes les listes municipales et autres, vous avez des gens qui peuvent être sympathisants. Et quand il dit, sauf si Mme Cluzel démissionne du gouvernement, je pense qu'on peut se dire là autour de cette table qu'il n'y a pas grand risque qu'elle démissionne du gouvernement. La vie politique est tellement pleine de surprises depuis 3 jours que je ne m'avancerai pas. On fait un pari? Allez, allons-y. Jean-François Copé, le gagnant ce soir, est-ce que ça risque d'être le Rassemblement national? Parce que vous parlez vous minimisez les risques de départ d'un côté, mais de l'autre côté, on entend toutes ces voix de gens qui disent voilà, c'est le Rassemblement national qui va incarner cet homme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Renaud Muselier a repris son identité de parti de droite, de gouvernement, il se donne beaucoup plus de liberté pour pouvoir effectivement faire en sorte que les gens ne se disent pas nous ne voulons plus de M. Macron, donc on ne va pas voter pour la liste Muselier qui est alliée avec M. Macron. C'est tout l'intérêt d'avoir repris son identité. Et croyez-moi, c'était une décision horriblement difficile à prendre pour lui, pour nous tous. Et simplement, je veux juste rappeler une chose. Les partis politiques, finalement, ça sert peut-être à quelque chose. Et ce qui manque à M. Macron, c'est de ne pas en avoir. Parce que ce parti qu'il a, dans lequel il n'y a personne, dans lequel on n'a entendu personne, ça fait une différence. Et c'est peut-être aussi ce qui explique que les caméras n'aillent pas devant En Marche. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Parce qu'il n'y a rien à filmer. Ces événements, jour après jour, aujourd'hui, la mort d'un policier, est-ce que ça change le ton de cette campagne? Est-ce que ça le renforce dans le thème sécuritaire? Bien évidemment, puisque ça fait déjà maintenant 15 jours que la campagne qui a commencé modérément, en tout cas la campagne régionale, est totalement phagocytée sur les questions sécuritaires. Et on l'a vu avec l'attentat très récemment, avec notamment ce qui se passe ce soir avec ce policier à Avignon. Donc forcément, ça a une conséquence sur les régionales, même s'il y a d'autres enjeux locaux qui, à chaque fois, peuvent se mêler. C'est un peu compliqué. Mais ce qui se joue, c'est véritablement, en tout cas, les thèmes de la campagne présidentielle, oui. Il y a eu les tags menaçants, rappelant les précédents événements. Il y a eu toute une série, évidemment, rembouillée, comme vous le disiez. Il y a un effet vraiment de série d'accumulation qui est en train de changer le ton. Oui, bien sûr, une accumulation, mais elle ne date pas de ces 15 derniers jours. C'est probablement une des préoccupations majeures des Français depuis maintenant 3, 4, voire 5 ans. Et que, visiblement, la façon dont les gouvernements successifs tentent d'y répondre en courant derrière des événements où, là, on l'a vu, des lois de circonstances qui vont sortir, notamment sur l'irresponsabilité pénale, par exemple, ou sur des durcissements de la loi antiterrorisme qui ont été présentés il y a 10 jours, ça donne le sentiment pour beaucoup de Français que les gouvernements successifs courent derrière l'actualité dramatique sécuritaire, mais ne parvient pas à y répondre véritablement. Un point précisément à 20h30 avec vous, William Molinier. Un policier décédé des suites de ses blessures, tué par balle cet après-midi, en fin d'après-midi, lors d'une opération anti-stup à Avignon. Ça se passe aux alentours de 18h40 dans le centre-ville. Des policiers du groupe départemental d'intervention revenaient d'une opération de police. Ils ont été requis pour être déportés sur le centre-ville d'Avignon, à proximité d'un point de deal où il y avait des perturbations. À leur arrivée, ils constatent une transaction de stupéfiants et tentent donc d'interpeller plusieurs individus. Ils font immédiatement l'objet de tirs à plusieurs reprises. Un policier est touché à 2 reprises à la poitrine et à l'abdomen. Un suspect est en fuite. La police judiciaire est saisie et Gérald Darmanin donc, est attendu sur place ce soir.
rapidité de réaction de Gérald Darmanin, de tout le pouvoir. Bien sûr, il y a un enjeu, on vient de le décrire, Frédéric, Arthur et M. Copé, il y a un enjeu évident à montrer, afficher une mobilisation sans faille, mais comme l'a rappelé Frédéric, on vient après, ce qui est souvent le cas malheureusement dans ce genre de cas, mais on voit que là, l'appareil d'État sait qu'il y a une difficulté qu'il faut saisir à bras-le-corps. Éric Dupond-Moretti, lancé dans la course, dans les Hauts-de-France. Alors, le côté cogneur anti-Marine Le Pen, le côté évidemment oratoire, il sera dans ce combat-là quelqu'un de décisif, en défendant des thèses d'ailleurs qui sont très loin de celles du Rassemblement national. Oui, évidemment, Éric Dupond-Moretti, c'est celui à qui la droite et l'extrême droite fait souvent un procès en laxisme, en collusion avec les délinquants. Alors, c'est pas la même stratégie qu'en dans la région sud. La stratégie là, elle ne consiste pas à prendre des voix à la droite, puisque Éric Dupond-Moretti s'adresse plutôt à un électorat de gauche. Mais elle est de faire monter la liste LaREM assez haut, de manière à contraindre Xavier Bertrand, éventuellement, à tendre la main pour sauver sa présidence de région. Alors, nous allons entendre la réaction des policiers. Ce sont eux qui sont directement au front avec Monsieur Lebars. Vous présentez les commissaires. Monsieur, vous êtes avec nous en direct, vous m'entendez? Oui, bonsoir, je vous entends. Dans la gradation des événements de ces dernières semaines, comment résonne l'événement de ce soir? Écoutez, ça ne porte pas d'autre nom qu'un drame épouvantable et je voudrais déjà manifester mon affection à la famille Police. C'est un de nos collègues qui a été abattu, je vais employer ce terme, qui est aussi un citoyen comme vous et moi et qui est un père de famille. Donc c'est un drame épouvantable dans une opération de police qui plus est entre guillemets banale puisque c'est une opération de police ordinaire du quotidien, même si c'est dans un quartier réputé difficile. Et c'est tout à fait inimaginable et pour le moment impensable, et pourtant c'est arrivé, qu'on puisse mourir au travail alors qu'on exerce son métier de policier qui consiste à faire régner l'ordre au profit du plus grand nombre. Donc c'est à la fois un drame et c'est sans doute un tournant d'une extrême gravité par rapport à ce qui se passe en France et à Avignon en particulier. Qu'est-ce qui change dans le sentiment profond des policiers et des gendarmes ces dernières semaines, le fait souvent d'être pour cible directement? Est-ce que ça a changé? Ça a changé sur plusieurs phénomènes. Sur le terrorisme, on le sait tous. Et sur le terrorisme, il y a une union sacrée. Les Français sont soudés. Le terrorisme, c'est une menace inacceptable pour l'ensemble de la population. Mais ces menaces au quotidien, celles de l'ordinaire, celles des quartiers dits difficiles, où les policiers affrontent la haine, la violence, le trafic, la délinquance, que tout le monde n'a pas appréhendé ces dernières années. Et pourtant, on est plusieurs à lancer des alertes, à dire qu'un jour, il allait y avoir un drame. Ça fait des semaines, des mois qu'on voit que les policiers sont attaqués, agressés, qui reçoivent des tirs de mortier, qui sont poursuivis par des bandes. Et là, ce soir, il y a à peine quelques heures, on apprend qu'un des nôtres s'est fait tirer dessus par un individu qui a sorti une arme et qui l'a abattu. Et malheureusement, j'espère que ce n'est pas l'occasion de se rendre compte qu'il se passe quelque chose en France, parce que c'est juste le révélateur de quelque chose et d'un mal profond. Et au-delà du séisme, il va falloir qu'on tire la mesure et les conséquences de cet acte. Et au-delà de l'affaire pénale et de la justice qui devra passer, j'espère que l'auteur sera identifié, c'est la gravité de la situation pour une opération du quotidien, c'est-à-dire un policier ou des policiers qui font leur travail du quotidien et qui se font tirer dessus pour des motifs futiles, quand bien même il y aurait des infractions. Et c'est totalement inacceptable que ce cap-là soit franchi. Et quand je vous parle d'un cap, je pense que c'est un virage dramatique pour l'ensemble de la société française. David Lebars, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct et de cette réaction. Merci beaucoup. Nous entrons maintenant dans la seconde partie de cette émission, je vous l'annonçais. Philippe Devilliers est l'invité du grand entretien. Philippe Devilliers, bonsoir. Bonsoir. Actualité chargée qu'on va évoquer, mais aussi beaucoup plus généralement le regard sur le changement de la société. Point de vue marqué à droite, demain ce sera un point de vue marqué à gauche avec Audrey Pulvar, y compris sur les célébrations, notamment de Napoléon qu'on va évoquer dans un instant. Vous signez le jour d'après dans la série de ces essais qui ont un grand succès, qui sont proches du pamphlet, sur ces questions de sécurité dont on va parler, mais aussi contre la mondialisation, contre ce que vous appelez Davos, pour la souveraineté, pour la nation. Alors, vous êtes très attaché aux mots. Chacun est libre d'abord de se qualifier comme vous voulez.
Quelle étiquette vous choisissez-vous pour vous-même? Souverainiste, nationaliste, qu'est-ce que vous dites? Moi, je suis un enraciné. Enraciné. C'est-à-dire que je crois qu'une société qui perd ses ancrages, qui perd sa mémoire, qui ne cultive plus son légendaire, perd le sens du temps long. Et c'est le drame que nous vivons en ce moment. Vous me permettez de rendre hommage là aux policiers, à la famille du policier qui a été assassiné, et de partager le sentiment de David Lebars. Ça fait trop longtemps que des territoires échappent à la France, des territoires entiers échappent à la France, les pompiers, les policiers ne peuvent plus y pénétrer. Et ça fait trop longtemps qu'on parle de violence policière. Il y a encore quelques mois, il y avait, avec Assa Traoré, etc., des manifestations contre les violences policières. Vous imaginez? Qui peut en profiter politiquement, selon vous? Qui va en tirer le bénéfice? Alors, ça, je ne sais pas. Parce qu'on est tous bâillonnés, on est tous masqués, on est tous congelés. La vie politique est congelée. Et donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui va se passer. En revanche, on voit bien qu'il y a une faille béante dans le régalien. C'est le point faible des gouvernements successifs. C'est-à-dire que tous les murs porteurs se sont effondrés. L'autorité, la liberté, la sécurité, la souveraineté, l'identité. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'espoir du côté de ceux qui ne croient pas à ce qu'on pourrait appeler avec un mot de Peggy un État poignard, un État à poigne. C'est la première chose à faire. Vous dites ça, pardon, mais Emmanuel Macron, vous attaquez beaucoup dans votre livre. Emmanuel Macron a fait un chemin, notamment avec Gérald Darmanin, qui est un chemin sécuritaire. Comment l'appeler autrement? Emmanuel Macron, c'est le en même temps. Et donc, un matin, il est dans la sécurité, l'après-midi, il parle des violences policières. Et quand vous vous rendez compte qu'il a parlé du privilège blanc, il a demandé un changement de l'épigraphie des rues pour faire place à la diversité. Il a eu cette phrase terrible. Aujourd'hui, il a commémoré Napoléon, mais il a eu cette phrase terrible il y a quelques jours sur une chaîne américaine. Il faut déconstruire l'histoire de France. Et il y a 4 ans, il avait déclaré la colonisation est un crime contre l'humanité. Mais le même Emmanuel Macron, aujourd'hui, a rendu hommage à Napoléon en disant attention aux anachronismes. Il a dit il y a les parts, il y a les blessés sur les champs de bataille, les tués sur les champs de bataille, il y a l'esclavage, mais il y a aussi la grandeur, il y a aussi le principe d'autorité. Ça devrait vous plaire, ça, non? Alors, moi, je suis un homme libre. Vous le sentez dans mon regard, parce que vous ne m'auriez pas posé la question. Moi, je trouve que c'est plutôt bien qu'il ait fait ça, qu'il ait commémoré. Pourquoi? Parce que moi, je me souviens, en 2005, on n'a pas voulu commémorer Austerlitz, Chirac. Et on a envoyé une escadre à Trafalgar. Donc, si vous voulez, il y a un petit progrès. C'est pas Pompidou, mais il y a un petit progrès. La comparaison n'est pas inintéressante. Est-ce que d'une certaine façon, on parlait tout à l'heure du cerveau d'Emmanuel Macron, il n'y a pas une part plus à droite qu'un Chirac qui avait ce côté un petit peu réconciliation, radical-socialiste? Oui, sauf que quand il dit, si j'ai bien compris, commémorer mais pas célébrer, ça veut rien dire. Est-ce que je peux vous dire pourquoi? Parce qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de la conversation savante. Ce niveau, il appartient aux historiens, qui bien souvent sont des médecins légistes. L'histoire, hélas, en France, depuis longtemps, est livrée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. Et donc, on a des historiens qui cherchent les dernières plaies, vous voyez. Bon. Mais après tout, c'est leur niveau. Donc, sur Napoléon, ils ont de quoi faire, parce qu'il y a beaucoup à dire. La phrase de Bainville, sauf pour l'honneur, sauf pour la gloire, il eût mieux valu qu'il n'eût pas existé. Mais il y a un autre niveau, et je réponds à votre question. C'est le niveau régalien de l'État. Le chef de l'État, lui, sa mission, c'est une autre mission. Sa mission, c'est de transmettre dans le temps long, parce qu'une nation, c'est une famille de familles. Et en fait, une nation, elle vit de sagesse et de conquête,
mais elle ne survit que par l'imaginaire collectif. Et donc, en fait, Napoléon, commémorer Napoléon, c'est commémorer la continuité française. Avant de venir, tout à l'heure, je suis allé aux Invalides, en pensant à cette rencontre que nous aurions tous les deux. Et je me suis dit, voilà pourquoi il faut célébrer Napoléon. Si j'étais à la place de Macron, voilà ce que j'aurais dit. Voilà pourquoi il faut célébrer Napoléon. Parce que son sarcophage, en fait, donc sa mort le 5 mai, 1821, son sarcophage est un triple symbole. Là où il est, c'est dans une chapelle qui fait écho à sa dernière phrase « Je meurs dans la religion catholique ». Donc c'est le symbole de la continuité de la civilisation. Deuxièmement, les Invalides, construits par le roi Soleil, dessinés par le roi Soleil pour ses Invalides, pour ses blessés, pour ses soldats. On va loin dans l'histoire. Et troisièmement, non mais je termine, et troisièmement, le retour des cendres, parce qu'un roi, Louis-Philippe, dit il faut réconcilier. Et donc la continuité dans la réconciliation, c'est ça la France. On parlera d'histoire, vous aurez votre lot d'histoire dans l'instant, mais si on reste quand même à l'actualité immédiate, ce qui se passe ces dernières heures, ces derniers jours, cette espèce d'éclatement, y compris au sein de la droite, avec un pôle qui a l'air aussi de se former, en tout cas une mouvance où le Rassemblement national, une partie de gens de droite tentés par des solutions plus dures se forment. Est-ce que pour vous, vous êtes là-dedans, hein, est-ce que c'est un espoir, d'après vous, qui l'incarne? Alors, il ne vous a pas échappé. Vous êtes sorti, oui. Mais par exemple, aujourd'hui même, sur Twitter, Cincinnatus avec sa charrue, mais vous n'êtes pas tout à fait seulement avec votre charrue. On vous voit sur Twitter avec Marion Maréchal. Oui. Là, on est un peu loin de la charrue. Là, elle est partie aussi. De la politique tout à fait active. Là, il y a une proximité pour vous? Oui. En quel sens? Avec Marion? Oui. Parce que elle est passionnée de la France, en fait. C'est une amoureuse de la France, et ça se sent, et elle a du talent. Voilà, donc elle m'a invité pour la promotion de mon livre. Voilà. Mais par rapport dans la bataille qui s'annonce, voilà, beaucoup disent Éric Zemmour, Marine Le Pen, Marion Maréchal, vous-même, qui peut incarner ça selon vous? C'est vous qui dites. Vous posez la question. Vous m'affublez d'un statut que je n'ai pas encore recherché. Bon, mais c'est très aimable à vous. Non, ce que je pense, c'est qu'il y a deux étapes. Vous allez trop vite, là. Vous descendez le ski trop rapidement, la piste. La première étape, c'est l'enjeu. Quel enjeu? On voit bien avec le policier assassiné, etc., ça va être le régalien. Et en fait, ou bien on refait une politique de civilisation, n'en déplaise à Emmanuel Macron, ou bien on continue à voir grandir des plantes d'hébétude de la jeunesse française qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. Philippe de Villiers, vous n'êtes pas seul là-dessus. La République En Marche, une grande partie de la gauche, aussi dit oui, le régalien, oui, l'autorité. Il y a d'ailleurs des gens de gauche aussi, des Chevènement et autres qui étaient à votre place, qui tiennent un discours assez proche. Richard Ferrand, à la seconde, qui tweetait sur... je vous dis, l'attaque mortelle qui a coûté la vie à l'un de nos policiers en intervention à Avignon, en deuil la nation entière, au nom de la représentation nationale. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à l'ensemble de ses collègues de la police nationale. Oui, effectivement, quelle est la différence? Alors la différence, je vais faire trembler les murs du studio d'LCI. La différence, c'est qu'ils ne veulent pas voir ce que des générations politiques favorisent depuis 40 ans, depuis Giscard, le regroupement familial. La France cède à un processus de colonisation. Colonisation de peuplement. Ce sont des vagues qui arrivent, qu'on n'arrête plus, avec un déséquilibre démographique qui nous sera fatal. Colonisation de conquête, de territoire, on voit. Un policier qui arrive, on le tue dans un quartier parce qu'il n'a pas à être là, parce qu'on est chez nous, ils disent, on est chez nous, les conquérants. Et troisièmement, une colonisation des esprits. Et là, je vais plus loin. Il y a les assaillants, il y a les assaillis. Les assaillants ne rencontrent face à eux que la mollesse ou la dimitude. Et les assaillis, en fait,
y compris chez les policiers. Il y a beaucoup de policiers qui sont d'origine maghrébine, par exemple, qui ont été d'ailleurs, y compris, qui sont morts ou qui ont été blessés dans leurs fonctions. Donc, ça n'est pas une question d'origine, en l'occurrence. Mais ce que vous dites sur l'immigration, on voit bien que c'est au cœur de ce que vous pensez. Le fameux dîner avec Emmanuel Macron, c'est vraiment un des temps forts. Est-ce que je peux vous répondre à propos des policiers dont vous venez de parler? Non, je vous en prie. Parce que vous avez raison. Attention, Jacques Bainville, le grand historien, disait la France, c'est beaucoup mieux qu'une race. Oui. C'est une nation. Ouais. Et donc, moi, je rends hommage. Et en ce moment, par exemple, il y a un livre remarquable qui est en train de faire un carton. C'est Sonia Mabrouk, elle est d'origine tunisienne, et elle dit « Je ne veux pas qu'on touche à ma France ». C'est-à-dire qu'un étranger... Il y a des policiers musulmans, bien tout sûr, le monde se rappelle la victime de Charlie Hebdo. Bien sûr, mais un étranger qui veut devenir français et qui accueille en son cœur nos patries charnelles, mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Je voyais M. Smati avec Yvan Rioufol sur une chaîne concurrente dimanche soir, et il disait « J'aime ma France, je ne veux pas qu'on y touche ». C'est merveilleux. Donc là-dessus, il faut être très clair. Mais la politique menée par Emmanuel Macron, elle n'est pas celle que je souhaiterais, que nous souhaiterions, c'est-à-dire l'assimilation. Alors, justement, restons à ça un instant. Il y a ce fameux dîner, il est au cœur de votre livre. Alors, on sait que vous avez été proche, en tout cas, vous aviez ce rapport un peu aigre-doux avec les Macron. C'est très drôle à lire. Amical. Amical. Hein. Emmanuel Macron et Brigitte Macron vous accueillent. Vous mettez un peu les pieds dans le plat, si j'ose dire. Et puis, sur cette question de la migration, vous l'attaquez. Et lui vous répond, il dit, mais au fond, voilà, en 2021, fermer les frontières, c'est illusoire. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Alors, c'est drôle ce que vous dites, parce que vous me faites penser au Covid. Il a remis ça. Il a remis ça un soir à la télé, et il a dit aux Français, avec un humour qui n'est qu'à lui, le virus n'a pas de passeport. Donc, les frontières, ça ne sert à rien. Et, M. Rochebain, je vais vous dire une chose, vous qui connaissez bien la Suisse, et donc qui savez ce que c'est qu'une frontière, quand vous niez la frontière extérieure, qu'est-ce qui vous arrive? Vous installez une frontière intérieure. Et comme la frontière intérieure ne suffit pas, vous en mettez partout. C'est-à-dire, en fait, cum finis, ça veut dire avec des frontières. Et donc, on n'a pas eu la frontière nationale, on a eu la frontière domestique. C'est-à-dire que, faute de nous protéger à l'extérieur, on nous a enfermés. Philippe de Villiers, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond? Nos confrères consoeurs d'AFP Factuel, il y a quelque temps, faisaient la vérification. Ils disaient, c'est vrai, l'Union européenne, la croissance démographique de l'Union européenne, elle repose en très grande partie, élément principal, sur la migration, sur le solde migratoire. Que ça plaise ou non, si on veut être fort, être en concurrence avec les Chinois et avec d'autres, on a besoin de la migration. C'est ce que Mme Merkel dit aussi en Allemagne, tout en disant ça n'empêche pas d'être fort sur ses valeurs, notamment chrétiennes, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que ça, c'est pas la position, au fond, un peu plus forte que celle de dire simplement on a peur? Alors, l'Europe est en train de s'effondrer. L'Union européenne est en train de s'effondrer. Est-ce qu'elle s'effondre vraiment, pardon? Oui. Quand on regarde la France, 6e puissance économique du monde, il y a de beaux restes. Un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Si on compare à 1815, quand on était envahi, quand vous étiez envahi, franchement, il y a de beaux restes, non? Je vais vous répondre. Alors, il y a de beaux restes, oui. Bah oui, ça vient de loin. Il y a 1500 ans quand même de travail derrière. Donc, ils ne peuvent pas tout bazarder à la fois. Il leur faut quelques années encore. Bon. Mais, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Les Français ont pris conscience du grand déclassement. On nous disait... vous m'auriez dit ça il y a un an, vous m'auriez dit, quand même, on a le plus beau service de santé du monde en France. Bon, on a vu. Bon. L'industrie, Giscard expliquait en 1994, au temps de Maastricht et du traité de l'OMC, l'Organisation commerciale du monde, là. Il expliquait, l'industrie, ça ne sert plus à rien, laissons les Chinois, les Indiens, nous on va faire du tertiaire, même du quaternaire. J'avais compris ce que c'était que le quaternel. Bon, on voit pas de masque, pas de test, voilà. Tout est relatif. Quand vous voyez en ce moment ce qui se passe en Inde, on ne veut pas dire que la France est un des pays les plus mal lotis du monde, franchement. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le grand déclassement, c'est un pays qui a tout misé sur la mondialisation heureuse. Par exemple, pas de stock, la religion des flux, les chaînes de valeur globale. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un homme de la campagne. J'ai vu partout les usines disparaître.
Et on m'a expliqué, les politiciens, toute tendance disaient, c'est la mondialisation heureuse, les chaînes de valeur globale. Parce que si on a besoin un jour de masques, on ira les chercher en Chine, parce que la mondialisation heureuse, elle sourit. Élément Voilà. de portrait. Est-ce qu'il n'y a pas chez vous quelque chose de cette grande tradition des réactionnaires qui parfois ont un côté assumé, foutraque? Ça apparaît dans le rapport avec Macron, le côté un peu fou du roi, provoquant jusqu'à l'extrême, Maurras, condamné par le Vatican, des gens comme Morand, comme Drieux, qui étaient à la fois des anticonformistes, un peu anti-bourgeois. Est-ce que vous pensez toujours tout ce que vous dites, ou bien est-ce que parfois il y a un côté provoquant, volontairement? Moi, mes références, c'est des gens comme Bernanos, Peggy, vous voyez. C'est la France, c'est pas la peine d'aller en chercher d'autres. Est-ce que cette France, est-ce qu'elle peut survivre? Alors, vous êtes nostalgique d'une certaine France, qui a été la vôtre. Il y a des pages là-dessus. Monsieur Rocheblin, je vais vous dire quelque chose. En 2004, j'étais invité par l'Institut de France pour parler de l'Europe. Et là, pour la première fois, j'ai inauguré un mot, le souverainisme. Et j'ai dit, le souverainisme, c'est l'avenir. Et si j'avais pu terminer mon explication il y a un instant, je vous aurais dit, en fait, nous vivons la défaite des mondialistes, la victoire des souverainistes. Donc, vous êtes en train d'essayer de dire que... Alors, réactionnaire, vous savez, les avions en réaction, ça va plus vite que les autres. Vous assumez le mot? Réactionnaire, enraciné, je ne sais pas. Un enraciné, c'est quelqu'un qui pense qu'il ne faut pas brader le passé comme un enfant déchire une rose. De Villiers, est-ce que vous ne bazardez pas finalement cette mondialisation qui revient par tous les bouts? Vous citiez l'exemple des masques. On a dit, on va fabriquer français, etc. On va dans n'importe quelle pharmacie, ils viennent de Chine. Vous attaquez beaucoup les GAFA, bien sûr les GAFA impérialistes, américains, etc. Mais chacun sait que vos gens, les souverainistes, mais aussi à l'extrême gauche, ils ont tous des appareils comme ça, ils vont tous sur Google. Est-ce qu'on n'est pas, vous pouvez dire de colonie, mais par exemple colonisé par la puissance américaine, de fait? Alors, donc, vous avez un point commun là, dans ce que vous dites avec Macron, c'est qu'il pense que la France est un espace expérimental. Vous me faites penser un article que j'ai lu dans Le Monde récemment et qui dit que Jeff Bezos et Elon Musk sont en train de se partager le ciel pour la souveraineté numérique avec 42 000 satellites en projet pour pouvoir capter les algorithmes et nous mettre en contrôle total. Alors moi, ça ne me satisfait pas. Parce que moi, je pense, comme me disait un jour Charles Pasqua avec son accent inimitable, tu sais, Philippe, ce qu'une nation ne fait pas pour elle-même, personne ne la fera à sa place. Voilà. Et donc aujourd'hui, les Français qui nous regardent, beaucoup d'entre eux se disent, le coup de l'espace expérimental, ça ne nous va pas. Et je vais plus loin. Le fait de livrer la France au mondialisme hédoniste, c'est-à-dire sauver la planète, une planète avec la fraternité cosmique sans nation. On a vu ce que ça donne un monde pathogène. Où le monde islamiste qui veut faire de nous des dhimmis et qui veut nous soumettre, moi je choisis le monde des nations qui est vieux comme le monde, mais qui permet à la fois la tranquillité publique, l'harmonie et l'art du temps long pour survivre. Est-ce que le temps... Vous parlez du temps. Est-ce que le sens de l'histoire n'est pas simplement contre vous? Moi, je viens d'un pays, Genève, où Jules César avait commencé la conquête des Gaules. Voilà. C'est l'éternel cycle de l'histoire. Oui. C'est drôle. La France, telle que vous la décrivez, la France de votre bocage d'enfance, elle a reculé de fait. C'est comme ça, non? Ah non, mais la France, aujourd'hui, elle est en déclin. C'est clair. Mais un pays n'est jamais fini. C'est drôle parce que vous parlez d'un pays qui, quand même, a des délicatesses vis-à-vis de l'Europe. Pourquoi vous n'entrez pas alors à Bruxelles là? Pourquoi vous montez pas je ne représente pas la Suisse. Pourquoi vous ne montez pas dans la bétaillère? Voilà. Moi, je pense que l'Europe est trop petite pour la France. La France, c'est la francophonie. La France, elle a des liens avec la Russie. La France a des liens avec l'Angleterre. Et donc, regardez le groupe de Visegrad, Orban, etc. Vous voyez bien que tout ça est en train de se déliter. Revenons. Et vous savez, vous allez avoir des surprises, vous, les journalistes. Pourquoi? Vous ne voyez pas ce qui est en train de monter dans le pays. La mer monte.
Mais c'est énorme. Alors, parlons-en. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est s'il y a un vous mécontentement, allez voir l'audience, vous allez voir. Parce que sur le Covid, les gens, ils en ont ras-le-bol. Et sur la question de l'islamisation, de l'immigration et de l'insécurité, les gens, ils en ont ras-le-bol. Alors, qui peut tirer les marrons du feu dans une situation pareille? Votre propre frère est en général connu. Il a été très prudent ces dernières semaines, mais d'autres militaires l'ont été moins. Ça a été la fameuse tribune de certains militaires. Est-ce que vous l'approuviez? Non seulement le constat, mais même cette sorte d'incitation à la désobéissance qu'ils exprimaient. Est-ce que vous l'approuvez? Alors, c'est pas vrai. Donc, je l'ai lu et relu, et je connais... Ils disent quand même, si ça ne change pas, il faudra agir, quoi, en substance. Non, alors... Monsieur Rajbin, on vérifiera le texte. Attendez, moi je suis juriste de formation et je suis francophone. C'est-à-dire que, donc, contrairement à ces gouvernants un peu trop rapides qui n'ont pas compris le texte, en fait, ils disent il y a un délitement. Apparemment, il y a eu un sondage qui a été fait chez vous, là. Qui montre que les Français sont nombreux. C'est vrai, beaucoup partagent le constat, à droite aussi, une Rachida Dati et d'autres, mais disent attention, constat oui, mais quand on passe à la réaction factieuse, non. Alors je vais vous éclairer, parce que j'ai lu ce qu'ils ont dit à la fin. Ils disent si jamais il n'y a pas de prise de conscience du régalien et de remise en ordre, alors il reviendra probablement à nos camarades d'active de faire face aux problèmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dérape un peu. Ah non, pas du tout. Non, c'est l'article 36 de la Constitution. Ce qu'ils disent, et je suis une famille de militaires, donc je suis une sorte d'expert pour vous. Bon, bien informé. Bon, ce qu'ils disent, en fait, c'est si jamais on peut pas, si jamais la police ne suffit pas à rétablir l'ordre, et apparemment c'est pas le cas, à ce moment-là, il faudra faire appel à l'état de siège. Et c'est quoi l'état de siège? Le Conseil des ministres transfère le pouvoir, à ce moment-là, à l'armée. Mais vous savez, l'armée, on la voit déjà avec l'opération Sentinelle, etc. En France, tout vient du président, tout revient toujours au président. Je l'évoquais, c'est très frappant dans votre livre. Et là, on découvre le De Villiers, parfois un peu fantasque, c'est-à-dire vous pouvez taper sur Emmanuel Macron, mais la page d'après, vous avez des mots presque tendres, vous le décrivez, vous dites « il a vieilli ». Une phrase, vous dites... Moi, je dirais pas fantasme. Il a quelques traces de rond-point sur le vous permettez que je reprenne l'adjectif nuancé. Humain. C'est-à-dire qu'en fait, Emmanuel Macron, quand il est venu me voir pour la première fois, il dit voilà, on a inauguré une amitié, mais après, je lui dis dans la vérité, parce qu'on est d'accord sur rien. Donc, voilà, mais c'est pas... Vous épargnez Brigitte Macron, qui, selon vous, est un peu plus à droite que lui? Je pense qu'elle a par ses origines, par son tempérament, un peu plus d'indépendance d'esprit. Lui, il est vraiment soumis au courant dominant. Et là, il y a une chose que je voudrais dire, là aussi, qui va faire trembler le studio. On est en train de se tromper là, sur les mots. Tout le monde se trompe dans l'analyse. Alors on dit il y a des violences, etc., les bandes, tout ça, il y a toute une logomachie, les jeunes, tout ça. Non. C'est la guérilla. C'est Boualem Sansal qui a très bien dit les choses. Il a dit ça commencera par la guérilla. Donc il y a une guérilla. Et puis derrière, il y a le djihad. Et le djihad, c'est quoi? C'est pas les brigades roudes. Le djihad, ça consiste à faire passer le Dar el-Harb dans le Dar el-Islam. Vous voyez? Donc ce sont des combattants qui, pacifiques ou guerriers, se préparent à faire entrer la France en terre d'islam. L'immense majorité des musulmans, pratiquants, moins pratiquants, pas pratiquants, très pratiquants, qui sont très paisibles, ça vous le savez aussi, vous l'admettez aussi? C'est une évidence. Bon. Alors, on dit souvent que ce sont les premières victimes. Tout reviendra, à l'élection présidentielle, vous le savez bien, et on a beau tourner autour du pot, c'est l'état des sondages, ça changera peut-être. Ce sera Macron ou Le Pen, encore une fois d'après les sondages. Qu'est-ce que vous choisirez? Alors, répondez, il y a un an, il suffit de répondre un an. Vous êtes un jeune homme. Vous êtes très gentil. Alors Macron ou Le Pen? Non, mais vous êtes un jeune homme, donc... Oui, je suis très jeune homme, mais c'est Macron ou Le Pen? J'ai connu, moi,
De Gaulle le canuet. Oui. Bon. Qu'est-ce que Donc, vous choisissiez? Alors, De Gaulle. Je crois. Hein. Bon, mais Macron ou Le Pen? Et donc, il n'y aura pas Macron-Le Pen. Pourquoi? Parce non, que je vous dis pas. Si, c'est non, l'état mais des sondages maintenant. Je vous demande pas une prévision de Madame Soleil. non, mais S'il fallait choisir, qu'est-ce que vous diriez? Si vous m'aviez dit PSG contre Chelsea, je vous auriez aurais dit, votre idée. il faut d'abord passer le match contre. Non. Et donc, vous en fait, êtes un fan de non. Messi, donc vous savez très bien ce que. Eh ben, je ne veux pas participer à la course des petits chevaux. Tant que la course n'est pas lancée. Quand même, Et quand donc, on est tellement franc-parler le que jour, vous, apparemment... vous connaissez les montagnes. Ouais. Vous savez ce que c'est qu'une avalanche. Bon. Monsieur Rocheblin, vous savez ce que c'est qu'une avalanche. Oui. Quand il y a une avalanche, il y a des gens qui sont emportés. Eh bien, vous allez voir. Et vous, L'avalanche, dernière question. elle est devant nous. Pour vous, c'est fini? Vous êtes un retraité de la politique? Alors, un retraité de la politique qui vous dit... en faisant un livre qui revient sur l'Agora, c'est fini, il ne faut pas le croire. Ah, donc il ne faut pas vous croire. En même temps, ouais. et voilà, il a déteint sur moi l'ami Macron, en même temps, moi j'ai aucune envie, mais vraiment aucune envie de revenir ailleurs que pour me mêler à la conversation civique sur l'Agora. En revanche, je pèserai, parce que maintenant que je suis là, je m'en vais, je ne retourne pas chez moi. J'ai compris, là, vous accrochez. Je reste et je vais d'ailleurs, vous allez continuer à m'inviter parce que visiblement, ça fait de l'audience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis demain, point de vue très différent avec Audrey Pulvar. Vous voyez, j'ai un message pour parfaite. elle. J'ai un message pour elle. Moi, je ne veux pas laisser la France mourir. On l'entendra demain aussi sur ces sujets. Merci beaucoup. Et votre livre sur l'après. Merci beaucoup, Philippe de Villiers, d'avoir été avec nous en direct. Et puis Napoléon, on l'évoquait aussi avec vous, avec ce documentaire. La soirée continue sur LCI. Napoléon, Waterloo, l'ultime bataille. Merci, à demain.